je travaillais majoritairement avec des personnes qui et alcool. Donc, on m'a demandé là, de faire un webinaire sur ce sujet-là et particulièrement sur un peu les interventions possibles auprès des femmes là, qui consomment drogue ou alcool, qui sont en lien avec la prostitution. Je vais faire par contre un petit retour là, sur le dernier webinaire qui a eu lieu avant, donc plus sur les substances, donc un petit rappel sur les substances psychoactives, de quoi parle-t-on quand on parle de drogue ou alcool. Donc, c'est toute substance qui modifie le fonctionnement, dans le fond, mental et qui peut entraîner des changements de perception, d'humeur, de conscience, de comportement et diverses fonctions physiques et psychologiques. L'usage de toutes ces substances, en fait, expose la personne à des risques et à des dangers pour sa santé. Il peut avoir des conséquences individuelles dans la vie quotidienne ou des conséquences sociales aussi. Les grandes catégories, et là, c'est plus complexe que juste ces trois catégories-là, mais on n'a pas le temps là, de débroussailler là, les différences dans chacune d'elles, mais on peut les classer en trois grandes catégories, donc les dépresseurs, qui sont des substances qui vont faire une dépression du système nerveux chez les personnes, les stimulants, qui sont l'inverse, en fait, qui stimulent le système nerveux des individus qui en consomment, et les perturbateurs. Dans les dépresseurs, on retrouve, entre autres, l'alcool, on retrouve certains médicaments comme les benzos. Dans les stimulants, on retrouve le speed, la cocaïne. Dans les perturbateurs, on retrouve le cannabis, les hallucinogènes aussi. Faut pas oublier que la substance psychoactive qui est la plus consommée dans la population est l'alcool. Et en ce qui concerne, entre autres, la prostitution, les femmes et les agressions sexuelles, c'est la substance qui est le plus utilisée aussi pour désinhiber, en fait, les femmes et souvent utilisée aussi dans des contextes d'agression sexuelle. Donc, la drogue du viol qui souvent est associée au GHB. En fait, nous, souvent, on nomme que l'alcool est beaucoup plus utilisé dans des contextes d'agression sexuelle. Les femmes consomment beaucoup de médicaments. En fait, il y a une surprescription aussi des médicaments faits aux femmes et elles développeront parfois des problèmes de consommation pour différentes raisons, soit individuelles ou sociales. Qu'est-ce que je veux dire par des raisons sociales? C'est que c'est encore... c'est mal vu, en fait, socialement, là, une femme qui consommerait beaucoup d'alcool, une femme saoule, ça paraît pas bien, aussi pour les drogues. Donc, souvent, elle consommera des médicaments, ça paraît moins socialement. Et pour elle aussi, souvent, certaines femmes ne se reconnaissent pas lorsqu'on parle de toxicomanie ou lorsqu'on parle de consommation de drogue ou alcool parce qu'elles consomment des médicaments qui lui sont prescrits. Donc, ça légitimise en fait sa consommation, même si elle ne les consomme pas selon la prescription. Donc, on voit beaucoup de femmes développer des problèmes de consommation par les médicaments qui leur sont prescrits. Qu'est-ce qu'on veut dire par maintenant, on utilise beaucoup plus le terme trouble d'usage des substances psychoactives. On entend toutes sortes de termes utilisés. Là, on peut entendre problème de dépendance, on peut entendre problème d'abus, toxicomanie. Tout ce langage-là, en fait, fait référence là, maintenant dans le dictionnaire de la santé mentale à des troubles d'usage des substances psychoactives. Il y a différents critères et dans les grands critères, en fait, qu'on retrouve là, pour qu'une personne ait un trouble diagnostiqué, elle doit avoir des difficultés à contrôler sa consommation. Ça doit une atteinte au fonctionnement social de la personne,
des utilisations à risque, dans le fond, dangereuses, donc conduite au volant ou donc être en état de consommation dans des situations où ce qu'on peut mettre à risque soit sa personne ou d'autres personnes, et des critères pharmacologiques, donc de dépendance physique aux substances. Éduc Alcool, en fait, vous avez sûrement souvent vu là, les publicités. Dans le fond, aussitôt qu'on consomme, là, que ce soit un verre de bière ou toute substance, ben, on est automatiquement à risque de certains dangers. Par contre, il y a des normes établies là, sur une consommation à faible risque, une consommation un peu plus à risque, le jaune, et après ça, le rouge, où on trouve là, que la personne a un trouble d'usage des substances. Donc, la consommation à faible risque, je vous rappelle un peu là, les annonces qu'on peut voir. Pour une femme, on parle de 2 verres par jour, à un maximum de 10 consommations par semaine. On peut parfois aller jusqu'à 3 consommations à la fois lorsque c'est des exceptions. Et idéalement, il faudrait avoir une journée durant la semaine d'abstinence. Pour les hommes, c'est 3 consommations par jour, allant jusqu'à un maximum de 15 par jour, et pouvant avoir 4 consommations à la fois lorsque c'est exceptionnel, et aussi avoir une journée d'abstinence par semaine. Donc, selon Éduc Alcool, cette consommation-là serait catégorisée à faible risque. Donc, les individus auraient beaucoup moins de danger de développer des problèmes de santé physique, de causer des blessures, etc., etc. Les causes des consommations au niveau des femmes sont très variées. J'en avais ressorti quelques-unes. Au niveau de la santé mentale, parfois certaines personnes ont des problèmes de santé mentale et vont consommer pour réduire la souffrance attachée à certains symptômes. La violence, en fait, que certaines femmes peuvent vivre ou avoir vécu, peuvent être aussi un élément déclencheur là, à la consommation. Une source de plaisir et de bien-être, en fait, au niveau des adolescents et adolescentes, on sait que la première cause d'expérimentation à certaines substances est une recherche de plaisir et de bien-être, et que pour une majorité de la population aussi, de consommer se fait dans des situations où c'est plaisant. Et pour les personnes qui développent un trouble de consommation, en fait, il reste aussi quand même là, une source de bien-être et de plaisir. Au niveau d'une femme qui est dans une situation de prostitution, il est très, très rare qu'il n'y a pas de consommation durant ces situations-là. Il n'y a pas nécessairement un problème, mais les femmes nous disent consommer soit avant une situation d'exploitation sexuelle pour être capable, en fait, de par les gestes qu'on lui impose, ou parfois après aussi pour justement essayer de soit oublier ou justement avoir un moment plaisant après ça. La pauvreté est une autre cause de consommation. Et au niveau de la pauvreté, les femmes en situation d'itinérance, on peut constater que lorsqu'elles sont dans des situations de survie, vont consommer souvent des stimulants parce qu'elles ne veulent pas nécessairement s'endormir par peur de vivre des agressions, des attaques, tout ça. Donc, elles consommeront des stimulants pour survivre à la rue, en fait, et à leur situation d'itinérance. Les questions que vous aviez ressorties à la suite, là, excusez-moi, pas à la suite, là, mais avant le webinaire, il y avait beaucoup de questions sur comment faire comprendre à la personne les impacts de sa consommation sur sa vie. Il y avait comment intervenir avec une personne qui consomme dans le cadre
et la mission de nos organismes. Donc, on peut penser au centre d'hébergement, à des milieux de vie où il y a plusieurs personnes là, qui cohabitent dans un même endroit. Les autres interventions qui peuvent exister, autres que l'abstinence de consommer. Vous m'avez posé comme question les ressources en toxicomanie, qu'est-ce qui existe pour soit soutenir les intervenants dans leur pratique, ou soit soutenir les personnes qu'on rencontre, les femmes qu'on rencontre, les liens entre la consommation et la prostitution, ainsi que l'impact de la légalisation de la marijuana. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions. Je n'aborderai pas la question de l'impact de la légalisation de la marijuana sur les femmes, sur la société, etc. Ce côté-là, je m'y connais très peu, donc elle ne sera pas abordée. Je vais tenter d'aborder les autres interventions que l'abstinence, les ressources en toxicomanie, comment intervenir peut-être, quelles questions se poser dans notre organisme pour mieux intervenir auprès de ces personnes. Une activité que je propose, en fait, là, vu que c'est un webinaire, c'est plus complexe, que je propose de faire en équipe de travail parfois dans nos organismes pour un peu se mettre au même diapason là, sur nos perceptions, puis un peu démystifier aussi nos préjugés face à la consommation. C'est quoi un problème, en fait, de toxicomanie? C'est quoi le trouble de l'usage des substances psychoactives? Je vous ai donné tantôt des critères diagnostiques qui viennent du dictionnaire de la santé mentale, mais socialement, c'est quoi pour nous aussi individuellement lorsqu'on parle de ces problématiques-là, de l'abus, de la dépendance. Donc, c'est intéressant de voir qu'on n'a pas toute la même définition, on n'a pas toutes non plus la même tolérance face à la consommation. Donc, plusieurs réponses qui sont sorties dans certaines équipes de travail, c'était que il y a plusieurs conséquences négatives sur différentes sphères de la vie de la personne, qu'on a développé une dépendance physique à certaines drogues ou alcool, que la personne a une grande souffrance, la consommation est de plus en plus élevée au cours de sa vie ou sur un laps de temps. Certaines me parlaient de différences entre certaines substances, donc lorsqu'on parle dans le jargon populaire là, de drogue plus dure, où est-ce qu'on va voir là, les opiacés, l'héroïne ou la cocaïne. Certains vont catégoriser que c'est un problème de consommation si la personne en consomme, mais elle va avoir une tolérance plus grande pour ce qui est de l'alcool. Au niveau de la population générale, en fait, on sait qu'il y a vraiment une construction sociale qui est autour de certaines substances, comme par exemple l'alcool. L'alcool est bien toléré, c'est accepté socialement d'en boire certaines quantités, tout ça, et que sur d'autres substances, en fait, c'est de ne pas consommer qui serait la solution, en fait, ou qui n'aurait pas de problème. Pour les personnes qui consomment, en fait, c'est souvent une quête de sens. C'est souvent pour s'adapter à une interaction sociale. Donc, les personnes qui consomment, c'est souvent dans ce contexte-là qu'ils vont consommer pour s'adapter à rentrer en relation avec une personne ou avec des personnes ou s'ajuster eux-mêmes à la société. Les interventions. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut utiliser en fait plusieurs approches sans être en contradiction avec nos valeurs? Bon, je crois que oui. Les deux approches, là, une approche qui est très utilisée au niveau de la consommation, c'est la réduction des méfaits que je vais élaborer.
et une intervention qu'on applique beaucoup dans les milieux femmes féministes, l'intervention féministe. Je crois que ces deux interventions-là peuvent s'appliquer ensemble, en même temps, même si elles n'ont pas nécessairement un objectif qui va exactement dans le même sens. Je vous expliquerai là, un peu plus loin ce que je veux dire. Donc, une fois qu'on a décortiqué en équipe nos perceptions face à la toxicomanie, puis c'est quoi un problème de toxicomanie, on peut tenter d'ajuster nos interventions pour les personnes qui fréquentent nos organismes. La réduction des méfaits. Donc, la réduction des méfaits, à la base, c'est vraiment une approche qui vise à diminuer les conséquences négatives de la consommation pour la personne, en premier lieu, et ainsi que pour la société. Il faut se souvenir que c'était, historiquement, en fait, au Québec, on l'a instauré, entre autres, pour contrer les overdoses, les surdoses, et tenter à ce qu'il y ait moins de personnes, en fait, qui meurent de leur consommation. C'était beaucoup visé aussi chez les consommateurs de drogues injectables. Et il y avait aussi un contexte là, où ce que les infections transmises sexuellement là, augmentaient, dont le VIH-Sida. Donc, dans ce contexte-là, socialement, en fait, on a introduit la pratique de réduction des méfaits pour protéger les gens qui consommaient, pour parfois leur sauver la vie, et pour aussi tenter de socialement qu'il y ait un impact moins négatif. Donc, c'est dans ce contexte-là, précisément sur la consommation et même plus précisément sur les drogues injectables, où ce que la réduction des méfaits a été construite. Ensuite de ça, on l'a construit sur d'autres consommations, sur l'alcool, et c'est sur d'autres comportements là, qui pouvaient devenir dangereux pour certains individus. On se rendait compte aussi que les personnes qui consommaient et ceux qui développaient un problème de consommation n'allaient pas non plus vers les services, n'avaient pas non plus un désir d'arrêter de consommer. Donc, il fallait les prendre là où ils étaient, dans un contexte qu'ils n'arrêteraient pas de consommer à ce moment-là, mais qu'ils devenaient quand même un danger pour eux-mêmes et pour la population. C'est basé sur des valeurs pragmatisme, en fait, parce que on entend souvent là, que la consommation a toujours existé et qu'elle sera toujours présente, mais qu'on veut diminuer en fait les effets négatifs et non éliminer en fait totalement l'offre de substances psychoactives et la demande. Donc, la réduction des méfaits, en fait, c'est un peu la paix sociale de la consommation. On fait avec le fait que les gens consomment, mais on tente d'améliorer leurs conditions de vie en diminuant les conséquences néfastes à leur consommation. On a ciblé, en fait, des groupes de personnes qui étaient plus marginalisées pour aller les rejoindre et leur offrir des meilleurs services. C'est aussi une question d'équité et de collectivité, dans le sens que on voulait rendre des services de santé accessibles à des groupes de personnes qui n'avaient pas accès à ces services de santé. Par contre, la réduction des méfaits n'est pas en contradiction avec l'abstinence, avec un arrêt, en fait, de la consommation, n'est pas non plus en contradiction avec une diminution et n'est pas non plus en contradiction avec une réinsertion. Donc, les intervenants qui pratiquent la réduction des méfaits prennent la personne où elle se situe dans sa consommation et va l'accompagner jusqu'au moment où peut-être la personne va décider de faire un arrêt ou une diminution. Donc, ce n'est pas en contradiction, c'est juste complémentaire aux autres interventions.
La réduction des méfaits au niveau, comme je vous ai dit, on l'a développé ensuite de ça au niveau de l'alcool. Donc, l'exemple qu'on donne le plus fréquent, c'est nez rouge, c'est les chauffeurs désignés. Donc, on ne dit pas à la population qu'il ne faut pas boire d'alcool. On lance comme message que si vous buvez de l'alcool, ne prenez pas votre voiture, donc parce que c'est un comportement à risque pour la personne qui conduit et pour les autres. Donc, on met en place des services pour permettre à ce que les personnes qui consomment ne prennent pas leur véhicule. Donc, nez rouge, chauffeur désigné, dans certains bars, là, ils donnent gratuitement des boissons non alcoolisées aux personnes qui sont désignées comme chauffeurs. D'autres interventions qui est fait dans la réduction des méfaits au niveau de l'alcool, on peut voir là, que dans certains parcs où il y a présence d'adolescents qui consomment, on va distribuer entre autres des verres de plastique pour pas que les bouteilles de bière ou d'alcool se cassent et que le parc il y a des déchets suite à cette consommation-là. On donne des formations à certains serveurs pour un service plus responsable, en fait, donc de ne pas continuer à vendre de l'alcool à certaines personnes qui seraient trop affectées. Donc, il y a différents services qu'on a réfléchi de cette façon-là en pensant aux conséquences d'une consommation d'alcool ou autre consommation qu'on voulait diminuer. Donc, c'est entre autres la réduction des méfaits. L'intervention féministe, faut se souvenir que l'intervention féministe émerge en fait du mouvement féministe, des revendications des femmes, et particulièrement au niveau de la santé mentale, où les femmes s'apercevaient qu'elles étaient majoritairement les clientes, en fait, de médecins ou de psychiatres hommes et que leur souffrance n'était pas entendue. Ensuite de ça, on a aussi mis en commun les problèmes individuels des femmes pour s'apercevoir en fait que le privé est politique et on a développé des services pour les femmes, particulièrement au niveau de la violence faite aux femmes et de la santé mentale. Donc, différents services se sont construits par et pour les femmes dans ce contexte-là. Ensuite de ça, un des objectifs, et c'est là que ça rentre un peu que ça rentre pas en contradiction, mais avec la réduction des méfaits, c'est qu'un des objectifs de l'intervention féministe, c'est l'importance d'un changement social. Donc, d'un processus de prise de conscience de la situation des femmes et d'une reprise de pouvoir pour changer les choses. Par contre, ce que je fais faire beaucoup des fois en atelier, c'est si on s'imagine un monde idéal, un monde égalitaire, les intervenantes vont nommer qu'ils ne veulent pas avoir de la violence, du racisme, donc avoir un monde juste, équitable entre les hommes et les femmes. Par contre, lorsqu'on parle de consommation, certaines personnes mentionneront qu'elles désirent ne pas avoir de consommation dans leur vie personnelle, mais une consommation responsable, on ne veut pas nécessairement éliminer ces gestes-là dans un monde idéal. C'est pourquoi l'intervention féministe, en fait, est basée sur un objectif de changement social parce qu'on réalisait que les hommes et les femmes n'étaient pas égales et que certaines souffrances des femmes
la source de cette souffrance-là était le patriarcat et un monde inégal, alors que les problèmes de consommation, même si on peut voir que les populations plus marginalisées ou de pauvreté développent des problèmes de consommation, je ne crois pas qu'on veut un monde sans consommation zéro. De là, le pragmatisme de la réduction des méfaits. Les outils qu'on utilise en intervention féministe, vous les connaissez probablement déjà. On veut une relation égalitaire entre l'intervenante et la femme qui vient dans nos services. Donc, on dit souvent que c'est une femme qui aide une autre femme. On veut suivre le rythme de la personne, la prendre où elle est avec ses propres objectifs, ses propres besoins. On veut soutenir l'affirmation des besoins et le désir de la femme. Souvent, on va se faire des contrats clairs entre la personne qui soutient et la femme qui vient dans nos services. On favorise le groupe de soutien et l'intervenante, en fait, on dit qu'on favorise une implication de l'intervenante. Pas besoin nécessairement d'avoir tout vécu, mais juste le fait d'être une femme qui aide une autre femme, on peut partager certaines craintes, certaines difficultés qu'on a en tant qu'intervenante pour avoir une réelle relation égalitaire. Toutes ces interventions-là, on peut les appliquer avec une femme qui vient dans nos services et qui consomme. Si on se souvient qu'on veut prendre la personne où elle est, suivre le rythme de la femme, ça va très bien avec aussi la réduction des méfaits qui dit si la personne n'est pas prête pour différentes raisons à faire un arrêt de consommation ou une diminution, on va la prendre où elle est pour l'accompagner dans son cheminement. Mais c'est le même principe en intervention féministe. Donc, on peut facilement se rappeler en fait nos principes de base et l'appliquer avec une personne qui consomme. Les groupes de soutien, les femmes qui consomment, en fait, j'ai rencontré certaines femmes dans des centres de thérapie et les groupes de soutien étaient valorisés et les groupes de soutien entre femmes qui consomment étaient aussi là, un point important où ce qu'elles s'entraidaient et tentaient justement une diminution, allaient vers une diminution, mais elles acceptaient en fait que certaines femmes n'étaient pas dans l'abstinence. Par contre, c'est important d'avoir aussi des groupes de soutien de femmes qui ne consomment pas pour justement maintenir cette volonté-là de ne pas consommer. Dans nos organismes, on a chacun là, nos limites, nos missions, notre tolérance individuelle, mais c'est quelque chose là, qui est de plus en plus difficile lorsque j'ai à référer une femme qui vit des violences ou qui est dans une situation de prostitution. C'est rare qu'elle est abstinente. C'est aussi rare, en fait, que lorsqu'il y a des situations d'urgence, qu'elle n'est pas en état de consommation. Donc, je trouve important de revoir parfois certains codes de vie et tout en pensant en fait à la sécurité de tout le monde là, dans les centres d'hébergement. Qu'est-ce qu'on constate avec les codes de vie? En fait, c'est que souvent la consommation n'est pas tolérée. Et là, quand je dis consommation, je veux dire arriver en état de consommation et non consommer sur place. Donc, souvent, on demande à ce que les femmes arrivent à jeun. Pour certaines femmes,
et celles qui sont dans la prostitution, si elles sont dans le milieu de l'exploitation sexuelle, on a vu qu'elles risquent en fait de consommer partie du temps avant, pendant, après, et lorsqu'elle a besoin d'hébergement, elle est souvent en état de consommation. Donc, elles sont parfois refusées dans certains centres à cause du fait qu'elle n'est pas capable d'arriver à jeun dans les services. Par contre, nos codes de vie sont généralement bien écrits, en tout cas bien rédigés, où ce qu'on demande, en fait, où ce qu'on a réfléchi des règles pour la généralement, il est bien inscrit que la violence n'est pas acceptée, le respect, toutes ces règles-là, en fait, une personne qui consomme devra les respecter. Donc, ce que je tente de sensibiliser un peu par les femmes dans certains milieux, c'est une personne peut être en état de consommation et être capable de respecter tous les autres aspects du code de vie. Et si elle ne respecte pas les autres aspects du code de vie, c'est à ce moment-là qu'elle sera refusée ou non admise là, dans les services, mais qu'une personne qui arrive en état d'intoxication n'est pas nécessairement inadéquate dans un milieu de vie. Ça, c'est une des premières questions à regarder. Pourquoi, en fait, qu'on n'accepte pas une personne qui consomme et au niveau de la consommation, pour certaines personnes, il y a certaines substances qui paraissent plus, en fait, ou qui sentent plus, ou qui dérangent peut-être plus certaines intervenantes, en fait, où ce que ça vient peut-être plus nous chercher une personne qui est sous effet de consommation de telles substances versus d'autres substances. Donc, peut-être de revoir nos codes de vie, voir si on peut être un peu plus tolérant. Tout en pensant qu'on vit en groupe avec des femmes et des enfants. Même chose pour les centres de jour ou les milieux de vie où ce n'est pas nécessairement d'hébergement. On veut que l'activité se passe bien, mais est-ce qu'on est, dans le fond, obligé d'accepter à ce que la personne soit pas en état de consommation? Il est aussi très difficile, en fait, d'établir parfois si les comportements ou les symptômes sont associés à une consommation, à un problème de santé mentale, à aussi un traumatisme vécu il y a peu de temps. Il y a certains comportements qui peuvent nous laisser croire que la femme a consommé, mais c'est pas elle n'a pas consommé, en fait. Elle est en état de choc ou c'est un problème de santé mentale. Tout ça est entremêlé et difficile là, à démêler finalement. Donc, il faut tenter de travailler tous ces aspects-là en même temps. Donc, pour qu'est-ce qui est des organismes, en fait, qui sont un peu plus de type CALAX, des suivis réguliers à chaque semaine, faut revoir, en fait, à savoir jusqu'à quelle limite on accepte qu'une personne se présente à son suivi régulier en état de consommation. Qu'est-ce qu'on peut utiliser, entre autres, dans les outils que j'ai nommés précédemment? En fait, c'est peut-être de voir avec la personne là, un contrat avec elle. Est-ce qu'elle est capable d'arriver en ayant moins consommé, en éliminant peut-être certaines substances, donc d'établir, voir elle se dit capable de quoi
pour arriver dans votre bureau apte à travailler sur des conséquences de la violence vécue ou pour l'accompagner dans une recherche de logement, tout ça. Donc, et de la sensibiliser sur justement l'objectif de votre rencontre. Est-ce que en état de consommation, elle sera capable de travailler cet objectif-là avec vous, oui ou non, avant d'établir d'emblée, en fait que si vous êtes en état de consommation, vous ne serez pas accepté à votre rencontre ou c'est ça, sans évaluer avec elle la façon qu'elle elle perçoit ça et de vous établir un contrat entre vous et elle selon ses besoins et selon ce qu'elle est capable. Pour un contexte d'organisme qui va plus à l'extérieur, en fait, donc visite à son domicile ou peut-être accompagnement dans différents services, ou tout ça. Généralement, les intervenants voient moins là, de difficultés à ce que la personne soit dans un état de consommation. Par contre, faut par ailleurs peut-être établir aussi là, dans le respect de vos propres limites, est-ce que vous acceptez que la personne consomme devant vous? Donc, certaines intervenantes, ça dépasse leur limite et c'est bien correct, mais de peut-être justement l'établir correctement avec la personne, parce que si vous allez la visiter à son domicile, vous êtes invité chez elle, donc un peu le voir là, de quelle façon vous êtes capable de respecter votre limite à vous et le fait que vous êtes chez elle. Faut user aussi de créativité, donc un peu modifier les cadres qu'on a présentement pour les personnes qui sont plus marginalisées et qui risquent en fait de pas avoir accès à nos services parce que on n'a pas revu de façon plus créative nos règles à l'interne. Donc, elles viendront cogner, mais ne reviendront peut-être pas. Et si on est dans un contexte d'abstinence où ce qu'on exige, en fait, la non-consommation, généralement, les personnes ne parleront pas de cette consommation-là, de peur de perdre le service, d'être jugé, tout ça. Mais si on a une tolérance, on peut peut-être justement travailler réellement à soutenir cet aspect-là de la femme, parce que la consommation est une facette de la personne. Donc, on peut travailler cette facette-là aussi. Au niveau de la fonction, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que naturellement, là, chaque personne qui consomme a le fait pour une raison et satisfait une partie d'elle-même. Donc, il y a toujours une fonction à la consommation. Et comme par exemple, les exemples que j'ai donnés, les femmes qui consomment avant d'avoir un client pour être meilleur ou ne rien ressentir, ça a une fonction importante en fait pour elle. Si on lui enlève la consommation et qu'elle est encore dans ce contexte d'exploitation-là, il risque d'avoir aussi encore plus de dommages. En fait, c'est sa façon de tenter en fait de sauvegarder une partie d'elle-même. Celle qui consomme après, c'est peut-être aussi son seul moment où ce que elle va ressentir une détente ou un plaisir. Il faut être conscient aussi que parfois, dans des situations de survie ou d'exploitation sexuelle, les moments de plaisir et de détente sont parfois absents totalement. Et c'est parfois la consommation qui amène ce petit
ce petit moment-là. Et si on fait le truc de la balance décisionnelle, en fait, de voir avec la femme tous les aspects négatifs qui arrivent dans sa vie dus à la consommation, c'est quoi qui sa consommation pour elle, qu'est-ce qui apporte de négatif versus qu'est-ce qui lui apporte de positif. Souvent, la balance va être effectivement plus négative que positive. Il y aura très peu d'aspects positifs et beaucoup d'aspects négatifs. Par contre, c'est intéressant de lui demander quel aspect qui pèse le plus lourd dans cette balance-là. Parfois, un seul aspect positif, elle va préférer garder cet aspect positif-là malgré tous les aspects négatifs qui lui arrivent dans sa vie. Parfois, c'est confrontant de réaliser ça avec la personne pour nous en tant qu'intervenant, en voyant tous les aspects négatifs qui lui arrivent, mais il faut prendre en compte qu'il faut trouver une autre façon d'y apporter l'aspect positif autre que par la consommation. Donc, tant qu'on ne réussira pas à trouver une alternative et à l'avoir expérimenté à plusieurs reprises, mais c'est rare qu'on va être capable d'éliminer complètement la consommation. Je vous avais donné l'exemple d'une femme aussi qui vit énormément de violences sexuelles, qui peut prendre des stimulants pour tenter de se protéger en fait de ces violences-là et de rester toujours un peu en éveil, est une autre fonction de la consommation. Parfois, les femmes, les personnes qui consomment, sont les expertes de leur propre vécu, mais ont besoin parfois là, de soutien pour éclairer cette fonction-là. Parfois, c'est devenu une habitude, c'est routinier, on passe beaucoup de temps autour de la consommation, à trouver la consommation, à la consommer, à se remettre de cette consommation-là, que parfois, elles ne sont pas totalement conscientes de cette fonction-là. Donc, en tant que personne aidante, là, accompagnatrice de ces femmes-là, ça peut être bien de poser des questions sur qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle apprécie dans sa consommation, qu'est-ce qu'elle n'aime pas de cette consommation-là, et de tenter de cibler avec elle le pourquoi qu'elle consomme. Une partie des femmes qui consomment vont être capables clairement de vous le dire, mais une partie d'entre elles, ça va être un peu nébuleux et ne sera pas nécessairement, et c'est bien de les accompagner vers une prise de conscience sur la fonction, en fait, de cette consommation-là pour tenter de voir aussi avec elle s'il n'y a pas moyen de modifier sa consommation pour qu'elle soit plus en sécurité. C'est bien aussi d'établir avec une personne qui consomme, on dit que c'est les experts de leur propre vécu et de leurs propres besoins, de voir c'est quoi pour elle une consommation responsable. Ce serait quoi une consommation? Ça serait quoi la place de la consommation dans sa vie qui serait l'idéal? Et elle pourra nous dresser un portrait de son idéal à elle et voir comment on peut marcher vers ce processus-là, en fait, qui est son idéal. Parce qu'elles sont très conscientes aussi des aspects négatifs et des dangers parfois dans laquelle elle peut se mettre. Et souvent, les personnes qui consomment, il y a beaucoup de prise de risque. Parfois, il peut y avoir des comportements aussi impulsifs associés à la consommation ou à des conséquences là, de violences vécues ou
une santé mentale fragile. Donc, c'est important de un peu aussi voir avec elle s'il y a des prises de risque qu'elle fait lorsqu'elle consomme. Est-ce qu'elle elle a des crises suicidaires lorsqu'elle a bu plus d'une bouteille de vin, plus que lorsqu'elle n'en a pas bu. Donc, de voir c'est quoi les prises de risque qu'elle peut avoir lorsqu'elle est en état de consommation. Généralement, les personnes sont ambivalentes, en fait, sur un arrêt de consommation ou non, une diminution ou non. Donc, c'est de travailler cette ambivalence-là avec la personne, un peu comme je vous disais, avec la balance là, décisionnelle, et d'en discuter. Un instant. Bon, ça va sur l'autre, mais c'est pas grave. Ça peut être intéressant, en fait, de créer des espaces où ce que la personne va se sentir, en fait, non jugée et va être dans une recherche de solutions en ce qui concerne la consommation. Donc, soit, comme je disais, le groupe est souvent favorisant en intervention féministe. Ça peut être pertinent de tenter d'apporter ces discussions-là en groupe ou sinon là, en individuel selon les contextes d'intervention dans lesquels vous êtes, parce que il y a aussi beaucoup de honte, de gêne et de détresse qui accompagnent en fait les femmes qui consomment. Et les femmes qui consomment, qui ont des enfants, ont aussi beaucoup plus de honte et font face à beaucoup plus de jugement, en fait, de la part des intervenants et intervenantes. Donc, n'ont pas d'espace où elles se sentent non jugées, où elles se sentent en sécurité de parler de cette consommation-là. Donc, elles restent seules avec cette problématique-là. Et n'aura aucun soutien, en fait, à tenter d'avoir une consommation plus sécuritaire pour elle et par le fait même pour ses enfants. C'est sûr que tous les principes de base d'une bonne intervention, de valoriser les aptitudes, les qualités et les bons coups, les gens qui consomment vont, et ceux qui voudront un jour une abstinence, auront à faire beaucoup d'allers-retours pour la majorité là, dans les ressources, dans les centres de thérapie, mais chaque arrêt de consommation, en fait, même s'il y a reprise d'une consommation ou rechute après cet arrêt-là, qu'il y aura duré soit une journée, 2 semaines, 10 ans, peu importe le nombre de temps, ce n'est pas de reculer que de rechuter. En fait, tous les arrêts de consommation ou les tentatives de diminution de consommation, la personne aura appris aura plus d'outils, en fait, pour la prochaine fois où ce qu'elle pourra arrêter. Lorsqu'on parle d'alcool, en fait, c'est probablement une des substances qui est la plus banalisée, mais pourtant qui est probablement la plus difficile aussi par le fait même à diminuer ou à arrêter complètement, vu sa présence sociale et son acceptation sociale. La personne est toujours confrontée, en fait, à refuser des consommations. C'est important aussi de tenter d'aller chercher le plus d'informations sur l'interaction des substances ainsi que leur effet pour être capable de donner de la bonne information aux personnes qui consomment. Elles ne sont pas toutes au courant là,
des effets, des interactions, des dangers aussi face à cette consommation-là. Donc, d'avoir à portée de main de l'information, à leur fournir peut être aussi pertinent dans nos ressources. Certaines ressources qui existent et certaines difficultés que les femmes ont nommées et certaines difficultés de ressources, les centres de thérapie. Bon, ça c'est... il y a très peu de centres de thérapie exclusivement pour les femmes. Je n'ai pas fait de dernière recherche là, dernièrement, mais il me semble qu'il y avait seulement 3 centres de thérapie là, exclusivement femmes. Les autres centres de thérapie sont soit exclusivement hommes ou mixtes. Ces centres de thérapie-là, avant de référer une personne dans ces centres de thérapie X, je trouve ça important de bien connaître la ressource. Donc, de parfois aller visiter, tenter de connaître les intervenants, intervenantes, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'insatisfaction de la part des femmes et aussi parfois des... en tout cas, moi, des questions éthiques à se poser dans ces centres-là. Ils sont souvent très nombreuses dans ces centres de thérapie-là. On peut parler jusqu'à 120 personnes dans certains centres de thérapie qui demandent en fait là, aux personnes qui sont là de faire un travail là, en profondeur sur leur vécu, leur historique, tout ça. Et les ateliers sont souvent mixtes. Donc, les femmes ont une énorme difficulté, et particulièrement en prostitution, à aller dans des centres de thérapie mixtes, à dévoiler leur vécu devant des hommes et elles sont souvent en fait ressollicitées pour offrir des services sexuels à l'intérieur de ces centres de thérapie. En Estrie, on avait demandé là, à une vingtaine de femmes là, qui avaient fréquenté des centres de thérapie et qui avaient aussi un vécu dans la prostitution. C'était pas les difficultés dans les services là, en général. Et ce qui ressortait le plus, c'était les difficultés d'aller en centre de thérapie et d'avoir un service et d'être capable là, de faire ce processus-là de A à Z sans être confronté, encore une fois, à des hommes, parfois qui étaient des anciens clients, des anciens vendeurs de drogue, des anciens pimps, des anciens conjoints violents, et d'être encore une fois sollicité à offrir des services sexuels à l'intérieur de ces centres. Donc, c'est important de bien les connaître. Il faut se rappeler aussi que plusieurs centres de thérapie étaient basés sur des thérapies de confrontation. Là, c'est interdit, mais il y a quand même une base parfois là, où on confronte les personnes qui consomment. Puis il faut comprendre que quand on arrive dans un centre de thérapie, généralement, on est déjà pas mal à terre. Donc, ce n'est pas une intervention adéquate. Par contre, il y a certains centres de thérapie qui, en Estrie, ont été sensibles à ces commentaires-là et ont développé justement des moments, en fait, où les femmes pouvaient être entre elles. Donc, parfois, dans la programmation, il y a des moments où les hommes discutent entre eux, les femmes discutent entre elles de certains sujets, dont les violences vécues. Et ces centres-là se sont aperçus qu'il y a eu une persévérance, en fait, des femmes dans le processus d'arrêt. Elles sont restées plus longtemps qu'avant, lorsque ces groupes-là n'existaient pas. Donc, c'est intéressant de tisser des liens avec ces centres de thérapie-là et de tenter de développer justement, d'apporter notre expertise au niveau
du vécu des femmes pour qu'ils ajustent en fait leurs services. Dans toutes les régions, il y a des centres de réadaptation en dépendance. Chaque région a par contre des services différents. Mais souvent, il y a plusieurs services là, à l'externe, de services de groupe, des services pour les plus jeunes, des services pour l'entourage aussi de personnes qui consomment. Donc, c'est intéressant de téléphoner dans votre région, là, les centres de réadaptation en dépendance. Leurs services sont gratuits et sont aussi en réduction des méfaits. C'est-à-dire que la personne n'est pas obligée, en fait, de vouloir, de désirer l'abstinence, mais peut avoir des services tout de même dans les centres de réadaptation en dépendance pour mieux gérer sa consommation ou pour diminuer sa consommation. Donc, c'est intéressant d'aller cogner à leur porte et voir tous les services qui peuvent s'offrir à elles. Malheureusement, il y a souvent des listes d'attente, une priorisation là, selon l'urgence aussi de la personne qui consomme. Pour des services pour de l'information, ou de la formation au niveau de la toxicomanie, de la consommation des substances pour les intervenants, le GRIP Montréal, donc le groupe de recherche en intervention psychosociale, donne énormément de formations sur les substances psychoactives et leur effet. Donc, vous pouvez les consulter si vous avez des questions. Ils font aussi de l'intervention, mais plus dans des milieux festifs, en fait. Donc, dans les festivals où il y a consommation pour sensibiliser les gens à une consommation plus responsable ou aux effets de ce qu'ils consomment. Le groupe Cumulus est un groupe plus jeunesse, donc 30 ans et moins, sont en prévention, mais donnent aussi des services de formation au niveau des intervenants et intervenantes sur la consommation et les substances psychoactives. À Sherbrooke, en fait, et c'est le seul qui existe au Québec, il y a un centre féministe, en fait, travaillant sur la consommation qui s'appelle Elixir. Donc, c'est rapidement, c'est un type de centre de femmes, mais qui travaille strictement sur la consommation et les problèmes de consommation au niveau des femmes. Donc, ça peut être intéressant là, ils ont un site internet d'aller voir un peu ce qu'elles font. C'est les seuls au Québec, en fait, que la mission précise là, de travailler sur ce sujet-là en tant que groupe féministe. Donc, ouais, ça va être la fin, hein, je pense. Je crois bien. Là, j'avais quelques références. Donc, pour ma part, ça serait la fin. Si vous avez quelques questions, je suis disponible. OK, donc merci Marie-Michel. C'était très riche, beaucoup d'informations. Je trouvais ça très intéressant. Donc, j'invite les participants à utiliser le clavardage pour nous faire part des questions. Donc, voilà. Il nous reste 2 minutes. Ce que j'aimerais dire, c'est d'attendre jusqu'à la fin du PowerPoint pour pouvoir, en fait, ça serait très important de remplir l'évaluation, le sondage d'évaluation. Alors, je pense que, en gros, tout le monde est satisfait dans le clavardage. Est-ce que tu y as accès? Oui, je le vois. Les commentaires. C'est une question. Une question. Oh. En fait, ça pour la question au niveau des maisons d'hébergement, vraiment, c'est un travail là, à faire régionalement. Je dirais que
je vais parler pour l'Estrie, puis je pense que ça peut se ressembler ailleurs aussi. Pour les maisons d'hébergement pour victimes de violences conjugales, je crois que certaines de ces maisons-là peuvent être flexibles. Par contre, nous, à Sherbrooke, il y a toujours une liste d'attente très longue. Donc, généralement, là, moi, je vois un peu plus cogner au niveau des maisons d'hébergement pour femmes en difficulté. Les femmes qui sont dans la prostitution cadrent mieux dans leur mission parfois. Par contre, au niveau de la consommation, c'est très, très peu toléré. C'est ça. Généralement, là, les femmes en situation d'itinérance, ça va être les refuges les refuges de type là, que la femme peut aller dormir, mais elle arrive le soir et doit partir le matin. Ces lieux d'hébergement-là vont accepter une situation de consommation sans problème généralement. Par contre, les femmes, quand elles ont besoin d'un lieu d'hébergement, oui, il y a des situations d'urgence pour une nuit, puis elles repartent le matin, mais généralement, là, elles ont besoin de repos et de rester à l'intérieur et de ne pas être obligées de retourner à la rue. Et c'est dans ce type de maison-là où la consommation est beaucoup moins acceptée et où il y a un travail à faire là, au niveau de partenariat, de sensibilisation. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci Marie-Michel. Là, je vois pas d'autres questions dans le clavardage. Et j'ai lancé l'évaluation du webinaire. Donc, j'invite tous et toutes à prendre le temps de le remplir. Et puis, sinon, j'aimerais te remercier, Marie-Michel. Et puis, donc, j'invite tout le monde à suivre, à être attentif à leur message courriel pour les informations concernant les prochains webinaires. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vous dis bon après-midi. Merci.